Bonjour, je vais présenter aujourd'hui les principes fondamentaux sur lesquels repose la Sixième République. L'architecture de la Sixième République comporte deux parties, un préambule et des articles qui détaillent son organisation. Deux parties que l'on rencontre habituellement dans toute constitution. Le préambule, tout d'abord, pose les principes fondamentaux de la Sixième République. Ceux-ci se distinguent de ceux hérités des précédentes constitutions et des principes de 1789, tout en s'inscrivant dans leur prolongement. Ces principes sont renouvelés car l'expérience montre que ceux issus de 1789 ne nous ont pas protégés des dérives du passé et de celles d'aujourd'hui. Ces fondements actualisés sont l'objet de cette présentation. Une autre vidéo présente l'organisation générale de la Sixième République. Elle décrit les organes la constituant ainsi que leur interaction. Je vous invite à la regarder. Un point notable distingue la Sixième République de ses précédentes. Le préambule y est normatif, c'est-à-dire qu'il se doit d'être respecté. La loi ne saurait donc s'écarter des principes y étant énoncés. Commençons maintenant la présentation des principes fondamentaux de la Sixième République. Avant de pouvoir poser ces principes, il convient de comprendre dans quel contexte, dans quelle histoire ils s'inscrivent, car il ne s'agit pas de tout réinventer. Toutefois, il faut bien pointer les limites des principes actuels, car ils sont à l'origine de ce nécessaire renouvellement. Tout d'abord, énonçons les fondements sur lesquels repose la Cinquième République. Ils sont au nombre de 3. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 25 octobre 1946, la Charte de l'environnement de 2004. Ces documents sont en libre accès sur le site du Conseil constitutionnel. Qu'affirme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Force est de constater que l'affirmation de ce fondement ne nous a pas protégés des dérives passées ni de la situation actuelle. L'état de droit, celui des droits de l'homme, montre là ses limites. Mais voyons ça de plus près. Faisons donc le bilan. Commençons par l'actif. Un développement économique sans précédent, l'abolition de l'esclavage, la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir souverain du peuple, une éducation humaine élargie à la plus large part de la population, l'amélioration du niveau de vie et de la santé, ces dernières avancées étant surtout notables après la Seconde Guerre mondiale. Passons désormais à la colonne passif du bilan. Les systèmes démocratiques sont globalement biaisés. Citons le défunt suffrage censitaire, le droit de vote masculin, ou bien encore le non-respect des programmes annoncés. Cette liste n'est pas exhaustive, bien entendu. La colonisation. Bien sûr, la mission civilisatrice que s'était assignée la France a apporté d'incontestables bienfaits. Toutefois, personne ne peut ignorer que des relations basées sur la domination d'une nation par une autre est par principe injuste. Le néocolonialisme actuel apportant toujours le second terme sans plus fournir le premier. L'exploitation de l'homme par l'homme, voire des enfants par le passé, c'est une situation qui perdure. Des guerres nombreuses, industrialisées,
voire d'échelle mondiale, produisant des dégâts considérables, tant humains que matériels. Cela aussi perdure. Une surexploitation de la nature, sensible aujourd'hui par l'extinction massive des espèces et par le réchauffement climatique. Une tendance à la dégradation des sociétés humaines, surtout dans la dernière période libérale libertaire. Période où l'individualisme, la société de consommation, l'argent roi et l'élargissement sans limite du marché cherchent à abolir toute valeur, toute morale, toute éthique, faisant le ciment des sociétés. La marchandisation généralisée et son corollaire hypermatérialiste, voulant tout objectifier, nie toute autre dimension de l'humain, notamment la spiritualité. Certes, des progrès ont été réalisés tout au long des 2 derniers siècles, souvent sous la pression sociale, mais aussi par des dynamiques internes. Je pense ici au keynésianisme par exemple. Pourtant, des vices demeurent, puisque de nouveau, la perspective d'une barbarie plus grande encore que par le passé est à nos portes. Perspective où nous mène le néolibéralisme, grand gaz ouvert. S'il fallait encore vous en convaincre, jetez juste un regard au niveau des dettes des États, ou à la politique de création monétaire, et aussi au taux d'intérêt pratiqué par les banques centrales. Mais alors, ce principe, l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Ils ne nous protègent pas. Car en réalité, c'est juste un principe qui n'est pas normatif. C'est-à-dire que dans les faits, il n'est pas vraiment contraignant. Il suffira de profiter d'un vide juridique, de contourner la loi ou de se payer un bon avocat et le tour est joué. Plus profondément, ce principe repose sur le droit, sur la loi, sur le droit naturel qui est une notion floue et variable. Une notion de nature juridique, donc de l'ordre des moyens, et non un principe universel inaltérable. Zoomons encore sur quelques limites du droit, et en particulier sur ceux figurant dans la Déclaration des droits de l'homme. La distinction entre hommes et citoyens n'y est pas vraiment faite. Par exemple, dans l'article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il est évident que même dans la France de la fin du XVIIIe siècle, tous les hommes n'étaient pas dans ce cas, mais seulement les citoyens français, car les femmes, les enfants ou les étrangers en étaient exclus. Une constitution digne de ce nom se doit de faire cette distinction entre hommes et citoyens. Comme évoqué précédemment, les droits naturels sont mal définis. Je n'y reviendrai pas. Souvent, les règles énoncées posent un principe, mais délèguent très largement à la loi sa déclinaison. Dès lors, bien des dérives sont possibles dans le droit, jusqu'à pouvoir perdre le fil avec la finalité initiale. Un renouvellement passe donc par un dépassement de ces seuls principes légaux. Pour cela, il faut viser des finalités, pas des moyens. Dès lors, si des finalités deviennent la cible, pour être pertinentes, il est indispensable que ces finalités soient universelles et inaltérables, car leur nature finaliste est incompatible avec toute contextualisation, avec toute situation conjoncturelle. Aussi, pour renouveler véritablement les fondements de notre République, l'introduction de la notion d'obligation est incontournable. La notion d'obligation prime celle de droit. Voilà ce que nous dit la philosophe Simone Veil. Elle le proclame à la première phrase de son livre L'Enracinement, qu'elle écrit au cours de la Deuxième Guerre mondiale, quelques mois avant sa mort, au moment même où la barbarie est à son paroxysme. La notion d'obligation est par conséquent supérieure qualitativement à celle de droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Et tout d'abord, c'est quoi une obligation?
Simone Veil nous dit qu'une obligation répond à un besoin universel et éternel des êtres humains. Des besoins de tout homme qui demeurent pleins et entiers en toutes circonstances, quand bien même il n'y aurait plus qu'un seul être humain sur Terre. Des besoins de tout homme qui étaient tout aussi vrais et réels hier qu'aujourd'hui, ou qu'ils le seront demain. Et ils le demeureront tant qu'il y aura des hommes. On comprend bien ici que la notion de droit est d'une qualité tout à fait inférieure à la notion d'obligation. Par conséquent, les obligations envers les hommes sont totalement indépendantes de la société, de la culture, de la coutume. Ces obligations doivent être le plus possible garanties par les dites sociétés, culture et coutumes. Voici les principes renouvelés sur lesquels la Constitution de la Sixième République repose. Nous sommes donc bien loin d'un simple rafistolage ou d'une démarche partisane. C'est à la condition de produire ce saut qualitatif et à ce seul prix que la barbarie pourra être évitée. Si Simone Veil a formalisé la notion d'obligation, elle n'est pas la seule à avoir parcouru ce chemin. La célèbre pyramide de Maslow, qui ordonne les besoins de l'homme, s'inscrit dans cette filiation. Publiée dans les années 50, elle part des besoins physiologiques, puis viennent ceux de sécurité, d'appartenance, d'estime, jusqu'à culminer par les besoins d'accomplissement personnel. Cette pyramide a certes été critiquée, mais surtout sur l'ordonnancement de ces besoins, pas sur leur pertinence. Plusieurs études ayant notamment confirmé leur justesse. Vers la fin de sa vie, Abraham Maslow ajouta un dernier niveau, le dépassement de soi-même, ou transcendance de soi. Ceci correspond à sa propre mise au service d'autrui, la dévotion à un idéal ou à une cause. C'est bien à ce besoin qu'il nous faut faire appel aujourd'hui pour éviter la barbarie à nos enfants et petits-enfants. Plus loin de nous, on pourra citer Épicure qui, dans l'Antiquité, publia sa classification des désirs. Plus près de nous, cette fois, les besoins humains fondamentaux de Manfred Max Neef s'inscrivent dans cette même démarche. Ces travaux consolident l'approche proposée par Simone Veil. C'est dire combien les fondations sur lesquelles la Sixième République s'enracine sont solides. Les besoins des hommes identifiés par Simone Veil sont de deux ordres, corporels et spirituels. Passons d'abord en revue les besoins du corps. Simone Veil ne les énumère pas, car elle les considère faciles à identifier. Tentons cet exercice maintenant. Premier besoin du corps, l'environnement. C'est-à-dire que l'homme doit évoluer dans un espace aussi naturel que possible. Il doit donc être viable, respirable, sans excès de toxiques, hors de toute situation mettant en cause sa vie à court terme. Viennent ensuite, dans l'ordre, la nourriture, le repos, car la privation de sommeil est mortelle. Un cas a même été relevé après seulement 3 jours. L'habillement, le logement, la santé, l'intégrité, c'est-à-dire la non-dégradation, la non-mutilation volontaire du corps. La seule exception en étant les motifs de santé, par exemple en cas de gangrène. La sexualité, l'action, notamment par le travail ou le sport, car la privation d'action, de mouvement, est la négation de notre nature animale. Cela contredit la vie. Si elle devait
intervenir. Cette privation d'action devrait être de préférence consentie et ne pourra intervenir que dans des circonstances particulières et de manière limitée. Après les besoins corporels, venons-en à ceux de nature spirituelle, les besoins de l'âme. Car nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi des êtres pensants et sensibles. Les besoins de l'âme seront seulement présentés brièvement ici. En effet, ils feront l'objet de plusieurs autres présentations sur cette page. Le texte original de référence étant bien sûr le livre de Simone Weil, L'Enracinement, et plus particulièrement la première partie. Le premier besoin de l'âme est l'ordre. Il a la première place car il agence les autres besoins des hommes entre eux. Le second besoin de l'âme est la liberté. La liberté de choix. Elle doit être réelle en vue de l'utilité commune. L'obéissance. L'obéissance consentie à des règles ou à des personnes, elle-même soumise à des responsabilités plus élevées. La responsabilité. L'initiative et la responsabilité a pour objet de permettre aux citoyens de se sentir utiles à la communauté locale et nationale. L'égalité. L'égalité due à tous les êtres humains, même et surtout car il est incontournable d'accepter une certaine dose d'inégalité en rapport avec les capacités et les responsabilités de certains. La hiérarchie. La hiérarchie induisant la considération du supérieur, non pas pour sa personne, mais pour le symbole qu'il représente. Le besoin de hiérarchie est le besoin de société, d'avoir une place dans la société, c'est-à-dire dans le collectif. L'honneur. L'honneur d'une personne en rapport avec la grandeur dans l'exercice de sa fonction, en rapport au respect dû à ceux dont la probité est reconnue. Le châtiment. Le châtiment non pas comme assouvissement d'une vengeance institutionnalisée, mais ayant vocation de rédemption et de méditer sur la faute commise. La liberté d'opinion. La liberté d'expression totale est un besoin absolu pour l'intelligence. Elle appelle une intelligence non servile, non destructrice, avec pour intention de participer au bien commun. Le jugement moral des autres citoyens en étant la mesure. La sécurité. La sécurité afin d'empêcher la peur et la terreur de se répandre, pour éviter que des communautés non républicaines imposent leurs lois. Le risque. Le risque comme moyen de cultiver le courage, de lancer des défis, de faire avancer la société. La propriété privée. La propriété privée de manière à accomplir ses projets personnels pour son logement, son lopin de terre ou son entreprise. La propriété collective. La participation au bien collectif en replaçant le sentiment de propriété collective au-dessus de leurs jouissances afin de les respecter. La vérité, c'est le besoin le plus sacré. Le besoin de vérité est inaliénable, tant dans l'expression des représentants politiques que pour ceux dont c'est le métier, les juristes, les journalistes, etc. Le passé, c'est le besoin le plus vital, car c'est celui qui permet aux hommes de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Le moyen pour chaque citoyen de se situer d'un point de vue culturel. Voilà pour les besoins de l'âme répertoriés par Simone Weil. Cette classification a été retenue
comme base de départ, car elle apparaît comme la plus pertinente, la plus large et complète. Pour conclure cette présentation, on résumera ce renouvellement profond des fondements en proclamant que la Sixième République s'adosse aux besoins des hommes, qu'elle se fixe pour but des finalités, des objectifs, non les moyens légaux pour y parvenir. Ces principes fondamentaux sont par conséquent normatifs, pas décoratifs. On remarquera que la notion de besoin se distingue de celle de désir. Le besoin est une nécessité ressentie, une sensation. Un besoin non satisfait est destructeur pour l'homme. Le désir est un sentiment, une émotion. Un désir non satisfait n'est pas destructeur pour l'homme. Il est juste frustrant, d'où la volonté de transgression. On se distingue donc profondément de l'économie du désir, celle de l'actuelle société de la consommation généralisée, dénoncée par Michel Clouscar sous le nom de libéralisme libertaire. Cette idéologie qui détruit les civilisations. Le travail, la production sont absents de la liste des besoins de l'âme formulée par Simone Weil. Et pour cause, à l'époque, bien avant mai 68, ces obligations demeuraient premières pour tous. À la nouvelle lumière apportée par Michel Clouscar, le travail mérite sans le moindre doute de figurer parmi ces besoins. Son introduction dans la Constitution de la Sixième République, ainsi que son articulation avec les besoins du corps, feront l'objet de futures présentations spécifiques. Nous arrivons maintenant au terme de cette présentation, ouvrant de belles perspectives, allumant de nouvelles lumières, traçant le chemin pour nous écarter de la barbarie. Ne vous faites aucune illusion, ne vous racontez pas à vous-même de fausses berceuses. Il n'y a que deux chemins. L'espoir de la Sixième République ou bien l'entraînement dans la spirale de la décadence. Donc maintenant, il faut agir. Les fondements de la Sixième République sont posés. Redevenez un citoyen actif. Participez. Car sans entraide citoyenne, rien ne sera possible et la barbarie nous emportera, nous et nos enfants. Alors pour savoir comment faire, visionnez dès à présent la vidéo Action pour la Sixième République.